À toutes et à tous. Vrai, on m'entend. Oui, on m'entend formidable. Pour cette table ronde, pour une sexualité inclusive et antivalidiste, on accueille avec nous, on a une table, un panel de génie pour cette table ronde, avec notamment, on commence évidemment par les héros du jour, avec Daniel Unchalves, réalisateur du film Accessibility. Bonjour. On vérifie quand on enregistre. Boa tarde. Espero que vocês tenham gostado. Mais on a apprécié ce film et je crois que la salle l'a témoigné et on saura maintenant il faut pas aller dessus où une salle se lève. C'est formidable. J'ai aussi vous êtes membre du jury cette année du FIFDH et vous êtes également cinéaste, réalisatrice du film Is There Anybody Out There qui était projeté l'année dernière au FIFDH d'ailleurs. Donc on se retrouve. Re-bienvenue à Genève. Votre film, on en parle, hein, 4 victoires, 9 nominations, dont vainqueur au Krakow Film Festival en Pologne. Bienvenue à Genève et merci d'être avec nous. Thank you. I didn't know you were talking about me. I thought that sounds like me, but it is. Thank you. Mais Very oui, confusing with the headset. On parle de vous. Et puis on a eu Elena Pont. Elena Pont, vous êtes maîtresse assistante à l'Université de Genève en section des sciences de l'éducation et vous vous intéressez notamment au parcours éducatif et professionnel des personnes en situation de handicap. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci Malik. Je crois qu'on ne vous a pas entendu, je crois qu'on ne m'a pas entendu. Est-ce que mon micro marche? Ça fonctionne? Je crois qu'il faut le rallumer. Et voilà, là maintenant? Non plus. Je crois qu'on ne m'entend plus non plus. Et celui-ci? Au moins, tout le monde se tait. Et là? Oh, hello. No, it's not working. Ouais, pas de souci. Hello. On m'entend Daniel, on m'entend aussi. On est de retour, youpi. Hein? On est de retour sans Elena. Allô? Oui. On est de retour avec Elena. Hello. Mine is working. Oh. This is working. Okay. Oh. No, you can hear me now. Yeah. Thank you. Et là? Oui. Mais oui, on entend tout le monde. Je disais, non, vous êtes maîtresse assistante à l'Université de Genève en section des sciences et de l'éducation. Vous vous intéressez au parcours éducatif et professionnel des personnes en situation de handicap. Bienvenue. Merci Malik, bonjour à tous, toutes. Et puis, on accueille en direct de Paris, en visioconférence, maître Elisa Rojas, avocate militante antivalidiste et autrice notamment de Mr. T et moi, aux éditions Marabout, l'histoire d'un râteau. Alors moi j'entends rien, c'est le petit problème technique, je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas moi j'entends absolument pas ce qui se passe dans la salle.
Est-ce que vous nous entendez, Elisa? C'est décidément un débat sur les situations du handicap. C'est formidable. Est-ce que Elisa nous entend en direct de Paris? Je ne pensais pas Paris si loin. Non, toujours pas. J'entends rien. Désolée. Eh bien, écoutez, je vais me permettre de démarrer le débat. Vous nous... voilà. Merci beaucoup. Là, voilà. Vous êtes avec nous, formidable. Bonjour. Bonjour, Et je Elisa. m'entends par contre en retour, c'est un peu bizarre. On va y arriver, on va y arriver. Je ne disais, vous êtes avocate militante anti-validiste, vous avez publié Mistati et moi aux éditions Marabout, c'était en 2020, c'est l'histoire d'un raton raconté avec humour et impertinence, un roman love story, mais aussi infiniment politique. Je vous souhaite la bienvenue à tout cadre de ce débat présenté avec le centre Maurice Chalumeau en séance de sexualité de l'Université de Genève et avec le soutien de la Fondation Pro-Victimis. Daniel Unchalves, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir ce débat avec vous, évidemment. Vous avez réalisé un premier film qui était avant tout autobiographique, et puis ce deuxième film avait la sexualité comme principale thématique. Qu'est-ce qui a été le moteur de ce film? Pourquoi ce sujet avant les autres? Bom, a ideia do Acessibilidade surgiu justamente durante a montagem do meu primeiro longa, né, do Meu Nome é Daniel. No Meu Nome é Daniel tem uma sequência em que eu conto um pouco sobre as minhas experiências afetivas e sexuais. E aí, durante as conversas que eu e o Vinícius Nascimento, que foi quem montou o filme comigo, tivemos para construir o filme e essa sequência em especial, a gente teve a ideia de fazer um filme só sobre isso. Mas lá atrás, em 2017, que foi quando essa ideia surgiu, primeiramente, eu não tinha muita noção do que seria fazer o filme. Eu fui percebendo o quão tabu ele seria. O quão tabu seria falar sobre esses dois temas juntos, falar de deficiência e sexualidade ao mesmo tempo. Eu fui percebendo o tamanho desse tabu ao longo do processo de realização, né? Então, a ideia veio daí e a gente teve duas fases de gravação. Eu gravei um pouco em 2018 e aí com essas primeiras entrevistas que eu gravei, eu editei um teaser de 2 minutos e meio, e com esse teaser a gente começou a mandar o filme para laboratórios e tal. E de um primeiro laboratório surgiu o interesse de um dos nossos patrocinadores, né, a Globo, que é uma das maiores, a maior, na verdade, empresa de televisão do Brasil. Eles se interessaram pelo filme e decidiram entrar no projeto ali para o final de 2019. E aí, início de 2020, assinamos o contrato e 2 meses depois veio a pandemia, então deu uma parada em tudo. E eu retomei o projeto, acho que no final de 2021, né, as coisas lá no Brasil já estavam voltando a acontecer. A gente entrou num edital público de fomento ao audiovisual. Fomos vencedores desse edital. E aí foi com essa grana que a gente voltou a fazer o filme em 2022. E esse tempo em que o filme ficou parado, eu acho que foi bom também para eu ir vendo que
que precisaria gravar mais, né? Eu sabia desde o princípio que eu gostaria de gravar mais pessoas. E para conhecer mais pessoas com deficiência que falassem sobre esse tema. E gravamos em 2022, em maio de 2022, fizemos a segunda fase das gravações. E aí comecei a montar um filme ali em julho, mais ou menos, editei de julho até janeiro do ano passado, 2023. E aí começamos a mandar um filme para os festivais. E aí é curioso, né? E acho que vale trazer isso, que o filme teve uma certa dificuldade para ter a sua premiere mundial. O nosso agente de vendas falou que mostrava o filme para muitos programadores de festival. Muitos deles gostavam, mas ficavam com medo de programar um filme e o público rejeitar o filme. Por conta dessa série de tabus que tem no filme, né? Falar sobre sexualidade é como se a gente pudesse falar de sexualidade, pudesse falar de deficiência, mas quando junta os dois não dá. E a galera estava com medo. Mas acho que aos poucos a gente foi quebrando isso e o filme já, enfim, esse acho que é o 16º ou 17º festival em que o filme é exibido. E acho super importante estar aqui mesmo, num festival sobre direitos humanos, né? Porque sexualidade é um dos nossos direitos mais básicos. Acho que é super importante a gente estar aqui falando sobre isso e discutindo sobre isso também. Acho que é isso. Merci, merci. On revient tout à l'heure sur la définition de la sexualité, sur est-ce que c'est un droit, est-ce que c'est une liberté. Je sais que vous n'êtes pas toutes et tous d'accord sur cette définition. Dieu merci d'ailleurs. Je reviens vers vous, Elisa Rojas, avec notamment votre livre Mr. T et moi, je le rappelle, aux éditions Marabout, c'est donc, je disais, une love story. Je fond, c'est pas quelque chose un petit peu politique, hein, puisque ça revendique le droit d'aimer une personne sans handicap. Quand on est une personne en situation de handicap, je reviens vers vous parce que finalement, votre livre ne traite pas directement de la sexualité, mais il parle de tout ce qui se trouve avant la sexualité, tout ce qui permet d'aboutir finalement à une relation sexuelle, c'est les sentiments, la complicité, etc., etc. De quoi parle votre livre brièvement, de façon un petit peu plus commerciale que la mienne, peut-être? Alors, je vais essayer de revenir sur les différents points. Déjà, pour moi, c'est pas un livre qui revendique le droit à la sexualité. Moi, je vois pas les choses sous cet angle-là. Je revendique plutôt la liberté voilà, des personnes handicapées de pouvoir s'intéresser à qui elles veulent et inversement. Je parle aussi de sexualité d'une certaine façon, mais davantage de désir, parce que c'est une question qui m'intéresse davantage. Et en fait, ce qui se passe aussi, alors j'en viens pas tout de suite à résumer le livre, ce qui est en plus un peu difficile, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, moi, je trouvais important de parler du désir en l'occurrence des femmes handicapées, en me prenant comme exemple parce que c'était évidemment plus simple pour moi de parler de mon propre désir que du désir d'une personne que je ne connais pas. Et en fait, il y a un autre aussi aspect important avec lequel le livre m'a permis un peu de jouer, c'est que j'estime que sur cette question justement de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées, il y a beaucoup d'exigences de la part des personnes valides qui s'y intéressent plus que ce qu'on veut bien le dire, d'une façon assez voyeuriste, assez déplacée et assez, voilà, d'une façon
très intrusive, il y a cette exigence que les personnes valides ont, qu'on parle en fait de notre vie sexuelle, qu'on réponde à leur curiosité, à leurs questions intrusives constamment. Et moi, dans le livre, parmi les choses qui m'ont le plus amusée, c'est justement de frustrer volontairement les personnes valides en ne leur donnant pas des détails que j'estime qu'ils n'ont pas à avoir, en tout cas que les personnes handicapées doivent pouvoir avoir le choix de garder pour eux s'ils en ont envie, sinon, et s'ils veulent en parler, ils doivent aussi pouvoir le faire, bien évidemment. Mais moi, j'avais envie de parler de désir et j'avais pas envie de donner des détails qui me semblaient inutiles. Voilà, donc c'est aussi un livre qui parle d'amour parce que je trouvais ça aussi important, de la façon dont les relations sont entravées entre les personnes valides et les personnes handicapées à cause d'un système de domination qui donne quand même le pouvoir aux personnes valides et ce pouvoir qu'ils ont sur les représentations et de l'amour et du sexe et les représentations des personnes handicapées, c'est vraiment ce qui mine, je pense, déjà la rencontre et la relation, la possibilité de créer une relation sur un pied d'égalité. Donc c'est de ça dont j'avais envie de parler à travers une histoire simple qui est juste que quand j'étais étudiante en droit, je suis tombée très banalement amoureuse d'un camarade d'université qui lui n'était pas handicapé et ça a soulevé chez moi tout un tas de questions qui m'ont permis en fait à force de vouloir les résoudre et à force de vouloir démêler la pelote que cette histoire d'amour non réciproque m'a montré, et bien ça m'a permis progressivement de voir quelle était l'importance de prendre la parole sur toutes les questions qui concernaient les personnes handicapées, en fait de pouvoir se réapproprier nos représentations, nos récits et tenir le discours qui me semble nécessaire pour pouvoir faire avancer la société. Merci. Je vous propose de faire un petit aparté sémantique, peut-être avec Elena Pont et Hélène Denig. Elena, vous êtes sociologue. Qu'est-ce que c'est, vaste question, attention, qu'est-ce que c'est une sexualité inclusive et antivalidiste? Je ne sais pas, les deux souhaitent répondre en premier. Écoutez, je vais peut-être prendre la parole là-dessus. Une sexualité inclusive, je pense que je la définirais un peu comme l'a dit Elisa, c'est-à-dire une sexualité qui soit liée à l'autodétermination, puisqu'on parlait de droit et de liberté, le droit d'exprimer sa subjectivité, son affectivité, ses émotions vis-à-vis de personnes valides, pas valides, noires, blanches, etc. N'importe quelle personne. Et c'est là que l'inclusivité touche le domaine du droit. Le droit à l'expression, le droit d'exprimer qui l'on est sans barrière, érigé par le handicap. Voilà, j'apprécie cette expression. Et là, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Yeah, I guess I do. I think a minute ago, earlier on, when we were chatting out there and you said that you were going to ask the definition of sexuality, I was thinking, I don't really know how to answer that other than it's being horny and wanting to fuck. So yeah, I don't have a very intellectual answer, but that's my answer. Mais écoutez, c'est très bien, et puis moi, ça a le mérite d'être compris par tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, vous, Daniel, qui avez réalisé ce film? Eu acho que sim. Talvez seja a definição mais simples e direta dessa coisa toda, mas eu acho que, para além disso,
as pessoas poderem ser quem elas são, independente de terem uma deficiência ou não, sabe? Eu poder desejar e ser desejado. Eu acho que é um pouco disso também. Que no fundo tem tudo, um resumo é o que ela falou, é isso mesmo. Je vais vous poser une question peut-être un petit peu indiscrète à tout le panel. Évidemment, vous ne répondez pas si vous le souhaitez, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, dans votre vie, peu importe de la façon dont vous le vivez, est-ce que vous estimez pouvoir accéder à cette liberté d'une sexualité inclusive et antivalidiste? Je ne sais pas qui d'entre vous souhaite commencer. Daniel, peut-être. Ella? Oh. Ella? Yeah, I can go. Yeah, that's another tricky question. Let me try and give a more eloquent answer, an elegant answer indeed. Well, yes and no. I think, so obviously I'm visibly disabled. But I also am, like, I guess, fairly attractive, like normal face, all that shit. So, like, I've got the conventionally attractive face, but kind of freakish body, in inverted commas. So people are attracted to me, but then you touch on it a bit in the film, there's often, like, a bit of a, people are shocked that they're attracted to me. I get that quite a lot. But, I mean, it's not, I don't see this as tragic because, and I talk about this in my own film and my own work, is that being disabled is a really good way to weed out the bigots and the arseholes. But basically, sadly, thank you. But sadly, the answer is no, because I think that the world is built on ableism. I think that there's a baseline ableism with just everyone. It's really sad, even us disabled people. So it takes a lot to kind of break through the barriers and stuff. But then I say it takes a lot, but also, you know, you get used to people quickly and whatever. So I think the answer is yes and no. Daniela, Helena, Elisa. Je ne sais pas. Minha vez. Eu acho que sim, mas nem sempre foi assim, né? Como eu falei um pouquinho, né, durante o filme, no início do filme teve uma vez que perguntaram para uma garota se ela estava ficando comigo por pena. E eu acho que eu colocaria 3 possibilidades, né? A pessoa que não vai querer ficar comigo de jeito nenhum, porque ela claramente tem um preconceito comigo. Por exemplo, eu já fui a um encontro como um blind date com uma pessoa que não sabia que eu tinha deficiência. Eu nem sempre dizia que tinha uma deficiência e, por falta, é difícil de identificar que eu tenho uma deficiência. E eu fui me encontrar com uma garota que eu estava falando por um aplicativo e ela... E falei, vamos nos encontrar em tal lugar. E eu cheguei no tal lugar e ela começou a não responder. E aí depois disse que, meu irmão passou mal. Não, o irmão não tinha passado mal. Ela claramente me viu e foi embora. Uma outra possibilidade é a pessoa que vai te encontrar, ela sabe que você tem uma deficiência, mas ainda assim existe alguma coisa ali que ela não fica totalmente à vontade. Isso também já aconteceu comigo. E a terceira opção é a pessoa que pode até ser que tenha alguma questão, porque nunca saiu, não conhece nenhuma pessoa com deficiência, mas vai, e quando vai, não tem problema algum. E nessa categoria eu colocaria a Dani, que está em algum lugar aqui da plateia, e que já estamos juntos há 8 anos, e com ela nunca tivemos
problema nenhum, mas ainda assim continua a acontecer de vez em quando a gente chega em lugares que as pessoas não nos conhecem, a primeira opção é achar que nós somos amigos, que nós somos irmãos, que ela está me ajudando. E muitas vezes as pessoas ficam surpresas ao descobrirem que nós somos namorados e que agora moramos juntos, enfim, vamos nos casar e tal. Então isso ainda é um choque para uma parte das pessoas. Então eu acho que hoje, depois desse tempo todo, de algumas histórias, eu acho que sim, eu achei uma pessoa que não tem nenhum tipo de questão em relação à minha deficiência e à nossa relação. C'est en tout cas tout ce qu'on vous souhaite. Je me permets de m'adresser à Elena ou à Elisa. Je vous laisse vous mettre d'accord parce que la question vous parlera peut-être aux deux. Qu'est-ce qui aujourd'hui a été mis en place? Quels sont les outils qui existent déjà, si j'ose dire, et qui permettent quelque part alors sans mauvais jeu de mots, mais de jouir de cette liberté? Alors personnellement, je vois pas grand-chose, je dois dire. Peut-être qu'Elisa pourra répondre mieux que moi, mais... En fait, je vais répondre à la question précédente. Parce que c'est plus dur pour moi qui ne suis pas dans la salle de manifester mon intérêt pour une question. En fait, le truc, c'est que je ne sais pas très bien ce qu'on entend par sexualité inclusive et anti-validisme. De toute façon, le mot inclusif déjà me pose beaucoup de difficultés parce qu'il est de plus en plus utilisé par les autorités publiques, les responsables politiques. Donc c'est un mot qui, à ce stade, ne veut plus rien dire, en fait, puisqu'il a été vidé de sa substance. Et que moi, ce qui m'intéresse et ce qui, à mon avis, doit être la priorité, c'est de faire en sorte que les relations entre les personnes, quelles qu'elles soient, et notamment évidemment les personnes handicapées en particulier, puissent se faire sur la base de la réciprocité et de l'égalité. Et que la réalité, c'est que ce qui complique les relations, voire parfois ce qui les rend impossibles, c'est bien que socialement, les personnes handicapées sont infériorisées. Elles sont constamment dévalorisées et elles sont disqualifiées comme partenaires, qu'elles soient des hommes ou qu'elles soient des femmes, et encore plus quand elles sont des femmes. Parce que, voilà, elles sont au croisement, à l'intersection de deux systèmes d'oppression que sont le validisme et le patriarcat. Donc, la question pour les personnes handicapées, il me semble, surtout si elles veulent nouer des relations avec des personnes valides, c'est comment créer quelque chose qui ne soit pas dissymétrique. Comment créer quelque chose où vous n'êtes pas sous la domination de votre partenaire, quel qu'il soit, parce que en fait, vous seriez supposément, vous auriez moins de valeur en fait que lui. C'est ça le problème. Et je pense que c'est sur ces questions-là qu'il faut insister et qu'il faut s'interroger. Vous voulez compléter peut-être, Elena? Oui, je pense qu'une bonne solution pour parler, disons, pour pouvoir légitimement parler de sexualité inclusive, c'est de favoriser les accès. Voilà un outil qui pourrait être intéressant, le concept d'accès. Comment accéder aux lieux de sociabilisation quand il y a des marches, quand, par exemple, quand on est en fauteuil. Par hasard. Par exemple, oui, c'est un assez bon exemple. Voilà, favoriser l'accès. Je pense que se poser la question des accès est très important. Pouvoir se rencontrer justement pour démarrer cette tentative d'égalisation de relations qui sont au départ asymétriques à cause de tout un historique de ségrégation, d'institutionnalisation, de mise à l'écart, de discrimination et de projection sur les personnes de représentation fausse, comme le disait Elisa, et puis aussi comme le montre très bien le film à travers ce sous-récit de la personne qui parle d'ancêtres non biologiques. Voilà, je pense que ça commencerait déjà par ça,
amener le handicap dans toutes les problématiques d'accès. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être justement le plus inclusif possible, que ce soit dans les espaces physiques, dans les espaces de discussion, dans n'importe quel espace social qui demande de la participation. Voilà, poser le handicap comme une problématique à résoudre par des moyens techniques, par des moyens relationnels, de sorte à favoriser ne serait-ce que la prise de contact. Et ensuite, les relations peuvent s'approfondir, grandir, se construire, comme l'a montré le film à un moment donné, afin de faire mieux connaissance. Mais on a beau mieux faire connaissance, on a beau avoir des rampes, on a beau avoir des escaliers, des interprètes des signes françaises, ou anglaise, ou brésilienne, ou peu importe, dans tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas un vecteur qu'on a oublié là-dedans? C'est avant tout l'éducation à la sexualité. Alors, je parlerai d'éducation tout court, hein, puisque c'est un peu mon domaine. Donc, oui, il y a une coéducation, il y a une éducation au savoir du handicap, au savoir qui proviennent de l'expérience du handicap. Il y a une ouverture à avoir là-dessus qui dépasse largement voilà, les facilitations techniques et autres. Sachant qu'on a, je pense, tous ici qui vivons tous dans ce même monde, une relation particulière au monde. Et c'est cela qu'il faut essayer de creuser. Et pour les personnes handicapées, c'est souvent une relation, une interaction avec un monde qui leur pose des obstacles, alors qu'elles ont une subjectivité remplie de représentations du monde normal et de ce qu'il faudrait faire pour être elles-mêmes normales. Et on l'entend bien dans le film, il y a une relation constante des personnes handicapées à ce que c'est qu'avoir une sexualité normale. Et une relation au monde normal, une relation au genre normal, quelle que soit la définition de la normalité d'ailleurs, ce qui peut être certainement une normativité. Mais il y a constamment cette circulation entre avoir une relation normale au monde, avoir des relations normales avec les gens, quels qu'ils soient, même au-delà d'une relation de séduction, et puis il y a une relation interne à soi-même qui est la relation à la différence et à la façon dont on la médiatise dans l'espace public. Et c'est plutôt cette relation à la normalité qui pourrait créer un terrain d'entente, un terrain de discussion entre les personnes valides et les personnes handicapées. Et au-delà des problématiques de femmes handicapées, comme le disait Elisa. Et pourquoi ne pas commencer à discuter de ce qui est cette relation à la normalité et de ce que les personnes handi ont tissé comme relation à la normalité et qui les relie au monde des valides. Il y a certainement plus à discuter de ressemblances, de points communs dans l'expérience que les personnes ont vis-à-vis du monde que de différences. Il y a certainement plus à creuser là-dessus et de voir d'abord ce qui nous rassemble et ce qui nous ressemble, voilà, avant de parler de différences, de faire émerger les différences. C'est peut-être ce regard-là à éduquer, à inverser. Je proposais justement une autre inversion du regard. Essayons d'imaginer que le film de Daniel ait été entièrement consacré à des personnes valides. Est-ce qu'on serait peut-être ici pour en discuter? Non, ce serait la normalité, la sexualité normale, soi-disant, très normative, probablement cis, avec des personnes cis, hétérosexuelles, voilà, tout ce qu'on connaît de plus banal, normal, soi-disant. Eh bien, on serait pas là à en discuter. Et ça, c'est un monde qui n'existe pas, où la sexualité des personnes valides est interrogée. Or, c'est précisément aussi cette éducation de ce regard-là qu'on pourrait lancer constamment, prendre le parti, auto-éducatif même, d'inverser les rôles, d'inverser les normes,
pour éventuellement entrer en discussion sur ce qui rassemble, ce qui différencie aussi, mais surtout ce qui rassemble les gens. Je vais vous poser une question. Alors, Elisa Rojas, je sais que c'est épidermique. Enfin, vous détestez ce sujet, mais je pose la question à mes autres panélistes. On va parler de l'assistance sexuelle. J'en parle parce que, évidemment, c'est le sujet numéro 1 dans les médias. Les médias parlent de sexualité et de handicap, c'est au travers de l'assistance sexuelle. Est-ce que l'assistance sexuelle aujourd'hui, c'est un problème, c'est une solution? Qu'est-ce que c'est finalement? Parce que je me menais cette réflexion en préparant l'intervention, dire il y a des personnes pour ça, il y a des personnes pour s'occuper des personnes handicapées, est-ce que ça ne déresponsabilise pas, finalement, les personnes sans handicap, pas de leur devoir, je me avec des handicapés, hein, mais de leur devoir de socialiser avec toutes sortes de personnes, etc. Je ne sais pas qui veut réagir. En tout cas, pas Elisa, j'imagine. Elena. Bah si, non, mais en fait, c'est pas du tout que c'est pas du tout que je déteste le sujet, c'est juste que je considère que c'est l'un des seuls sujets traités par les médias quand on parle de handicap de façon quasiment obsessionnelle. Et en fait, il me semble qu'il faut se méfier de tout ce qui est solution spécifique. En fait, jusqu'à présent, ça ne nous aura pas mené bien loin de créer des solutions spécifiques. Tout ce qui nous marginalise, tout ce qui contribue à convaincre que, voilà, on aurait par exemple une sexualité spécifique, alors que je ne pense pas que ce soit le cas. En fait, oui, c'est forcément, ça comporte des risques, c'est dangereux, alors que les normes dont vous parliez tout à l'heure, en fait, celles qui nous excluent de la sphère publique, celles qui nous excluent des relations, quelles qu'elles soient, et notamment des relations affectives et sexuelles, elles ont été définies pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, elles ont été définies par les personnes valides. C'est elles qui nous ont exclus, c'est elles qui nous ont marginalisés. C'est pas quelque chose qui a été fait sans faire exprès. C'est véritablement volontaire. Quand on en est à créer des lieux spécifiques pour réunir des personnes, que ce soit des enfants ou des adultes handicapés, c'est bien qu'il y a une volonté d'exclusion et de marginalisation. Donc, ce qu'il faut rendre aux personnes handicapées, et dans ce domaine comme dans d'autres, c'est leur choix de vie en fait. C'est leur autonomie. Parce qu'une grande partie de la dépendance des personnes handicapées, elle est construite socialement, elle est organisée. Du coup, c'est contre ça, il me semble qu'il faut se battre. Et si on arrive à retrouver notre autonomie financière, matérielle, qu'on a l'accessibilité, qu'on a les moyens humains, qu'on a les moyens techniques, eh bien, évidemment que la logique voudrait que du coup, tout soit plus simple, y compris justement la vie affective et sexuelle, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Petit point géopolitique en France. Votre pays, Elisa Rojas, dans le sujet est débattu, mais reste actuellement dans un flou juridique quant à l'assistance sexuelle. Au Brésil, les informations disponibles ne permettent pas de conclure à une vraie législation ou une pratique. Et puis, au Royaume-Uni, une décision de la Heart of Protection a clarifié que les travailleurs sociaux aidant les personnes handicapées à accéder à des services sexuels ne pouvaient être pas condamnés par la loi. Donc, on a le droit d'aider une personne handicapée à accéder à la prostitution. Mais cette décision fait aujourd'hui l'objet de contestation. Elle n'est pas réglementée. Seule la Suisse, finalement, a réglementé le cas d'assistance sexuelle, puisqu'elle y est autorisée, et ça se différencie évidemment d'un canton à l'autre des joies du fédéralisme. Je veux évidemment parler d'un sujet qui me semble essentiel, même si tous semblent essentiels aujourd'hui, ce sont les violences, notamment sexuelles, mais aussi structurelles, sociales, humaines,
en ouvrant peut-être avec vous, Ella, si je me remémore votre film, ça a daté, ça fait une année. Vous l'avez sans doute bien plus revu que moi, mais vous avez, dans votre film, vous parlez de votre maternité avec votre fils, River. Vous avez été, probablement, j'imagine, et je crois que vous le dites même dans le film, vous avez peut-être été dissuadé de faire un enfant. Ça arrive souvent en passant dans la situation de handicap. No, people didn't try and convince me not to have a child. But definitely I've experienced a lot of like, yeah, I don't know, shock that I'm a mother. But no, I'm sorry, no, I didn't talk about that. I wonder what you're thinking about. Let me try and think. I don't know. Do you have an alternative question? Je pense à votre rapport. Peut-être on voit hein, dans le film cette femme qui rencontre un gynécologue pour la première fois à 40 ans. Cette femme l'infantilise, etc. Donc au-delà de la sexualité même dans le livre, dans l'intimité, il y a tout un système de la santé sexuelle, et la maternité en fait notamment partie, qui n'est pas adapté. Yeah, no, that's true. And I did have some, particularly while I was pregnant, I had some bizarre and uncomfortable experiences in the maternity ward. I was very ill while I was pregnant. I had a blood clot, and yeah, I experienced some, well, horrible discrimination when I was in hospital. Some from individuals, although there were other, yeah, lovely medical staff also. But yeah, I think what I'm thinking about now is an experience from a friend of mine. I'm sure she wouldn't mind me sharing, an autistic friend who, she was a teen mum, and yeah, her birth and her labour and her birth were just like wrought with, yeah, doctors and midwives just not listening to her and not believing her. Just because she's like quite overtly autistic, and I think that's just such a common experience within the disabled community, is just not being listened to, and it's so frustrating. And I think that this film is just like so good, but it's so humanizing, and I really think that's. It's sad that we're having to make work that just humanizes disabled people, like it's such a basic thing, but it's the most important thing for now where we're at, I think. So yes, I applaud you. Thank you. La Suisse a été auditée, c'était au mois d'avril 2022 par l'ONU sur son application de la Convention des droits des personnes handicapées, la CDPH. Et dans ce rapport, on apprend que jusqu'à 80% des femmes handicapées pourraient être victimes de violences au cours de leur vie, quel que soit leur lieu de résidence ou leur contexte socio-économique. Et puis, selon le ministère des Solidarités françaises, on apprend plus ou moins à la même période que 30% des personnes handicapées de moins de 18 ans ont déjà été victimes d'agressions sexuelles, contre 10% des enfants sans handicap. Et puis enfin, on apprend dans ce même rapport de l'ONU que la Suisse est un des derniers pays européens centrales à autoriser la castration chimique sur les personnes handicapées. La loi l'autorise officiellement. Cette situation est assez inquiétante. Alors j'ai envie de vous demander, Daniel Goncalves, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place aujourd'hui, tout de suite, maintenant, pour faire, en tout cas, j'ai envie de dire, baisser ces chiffres et, dans l'immédiat, cesser, en fait, ces agissements? Bom, Je vous entends. Bom, eu acho que solução imediata, infelizmente, não consigo pensar numa solução imediata.
Agora, uma das coisas que pode ser feita e deve ser feita é a gente falar sobre isso. Estar aqui já é um bom começo, né? Porque eu acho que a gente sabe que muitas pessoas com deficiência sofrem violência, mas a gente ainda fala muito pouco sobre isso, pelo menos no Brasil. No Brasil, essa discussão simplesmente não existe. E aí um dos objetivos do filme é também trazer esse assunto à tona. A gente tem 2 relatos no filme de 2 mulheres que sofreram violência sexual por serem mulheres com deficiência, né? Tem a Cida, que fala que sofreu uma tentativa de estupro porque era cega, e a Ivone, que o namorado tirava a camisinha sem ela saber. E isso hoje a gente entende isso como estupro, porque é estupro. Então, nesse sentido, eu acho que o filme tem um objetivo, um dos objetivos da campanha de impacto que o filme tem é justamente levá-lo a instituições de segurança, né, de polícia, de Ministério Público, para poder trazer esse assunto à tona e treinar as pessoas para atenderem a essas mulheres, né? E, no fundo, eu acho que não só em relação à pessoa com deficiência, mas precisa se reduzir o número de abusos de violência sexual contra mulheres de uma maneira geral, né? E eu acho que isso a gente consegue, não só falando sobre isso, mas tentando eliminar aspectos de machismo e de patriarcado que ainda estão muito enraizados na nossa sociedade, né? E aí, quando a gente vai para mulheres com deficiência, ainda entra o capacitismo nisso. Então, acho que o principal é falar. E aí, a partir do momento que a gente fala, que a gente traz esse assunto à tona, eu acho que aí é que a gente vai conseguir ir mudando e fazendo com que esse número absurdo de mulheres com deficiência que sofrem abuso diminua. Acho que o caminho é mais ou menos esse. Eu, infelizmente, não consigo ver uma iniciativa rápida que pare isso agora. Acho que é uma coisa que vai levar um tempo e precisa de algumas etapas serem cumpridas para a gente poder atingir esse objetivo. Il nous reste 15 minutes déjà. La discussion passe vite, il y a tellement de thèmes à aborder, il faudra des heures de débat. Je vous propose qu'on passe la parole au public, notamment, qui sans doute a des questions à vous poser. J'imagine, j'espère en tout cas, sinon on a très bien fait notre travail. Donc on va allumer, j'imagine, la salle et vous passez le micro. N'hésitez pas à vous manifester. C'est mieux pour avoir la parole. Il y a déjà plusieurs questions, j'attends. On vous tend le micro. Premier rang, troisième rang. Ça se balade et ça vous trouve. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nadia Morand, je suis sexologue. Moi-même, je suis une personne en situation de handicap, une personne handi. Et j'aurais 2 choses, une question et une remarque. Déjà, la remarque par rapport à ce que vous disiez sur la sexualité inclusive. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est un peu comme pour l'alimentation bio. C'est pas sur le bio qu'il faut écrire bio, c'est sur la merde qu'il faut écrire que c'est de la merde. Et donc, j'aurais plutôt tendance à dire que il y a une sexualité exclusive et que la sexualité inclusive, c'est juste la sexualité normale. Et par rapport à ma question pour Daniel, merci déjà beaucoup pour votre film. J'ai été très touchée par les différents moments où il y a cette notion d'ancêtre handicapé, d'ancêtre non biologique. Et effectivement, il y a tout ce travail d'histoire que certaines associations, que certaines personnes sont en train de faire. Merci beaucoup d'avoir mis l'accent sur cet espace-là et sur cette impensée-là. Qu'est-ce qui vous a permis, vous, de
de travailler sur cette question-là et de le mettre plus en exergue dans votre travail. Merci. Oi. Bom, foi durante a montagem, né, do filme. Alguns dos nossos personagens trabalham muito com esse tema da ancestralidade. E aí, durante as entrevistas e também durante o processo de montagem, a gente foi vendo que seria importante trazer esse tópico para a discussão. Não foi uma coisa que eu pensei de início, né? Isso apareceu durante a realização do filme. Mas isso veio muito dos personagens, né? Então tem a Amanda, que é aquela garota de cabeça raspada, que fala muito sobre isso. Tem o próprio texto da Estela, né, que entra ali ao longo do filme 4 vezes, que fala sobre isso também. E tem o João, que é o último personagem, que meio que dá uma amarrada nisso tudo e fecha o filme. Então, foi durante o processo de montagem que essa ideia de também trazer esse tópico da ancestralidade, que isso apareceu. Peut-être une autre question. J'ai vu d'autres mains. Ils se levaient dans l'Assemblée, tout devant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Stéphane Restello de l'association Retour d'Images, qui est basée à Paris, qui travaille sur les représentations du handicap au sens large dans le cinéma. Je voulais, plus que des questions, je voulais apporter quelques petites précisions. Par exemple, sur le fait de la stérilisation des personnes handicapées. Il y a un film qui a été tourné, un documentaire qui a été tourné il y a une vingtaine d'années maintenant par la fondatrice de Retour d'Images, Diane Maroger, qui est elle-même une personne en situation de handicap, qui a fait un film qui s'appelait Maternité interdite, où un couple tout à fait hétéro de personnes avec paralysie cérébrale, comme on dit maintenant, la femme avait été stérilisée à peu près sur la pression de sa famille pour qu'elle n'ait pas d'enfant avec une autre personne handicapée. Donc voilà, pour les violences faites aux femmes handicapées, toujours en France, il y a l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui a une ligne d'écoute pour les femmes qui seraient victimes, les femmes handicapées qui seraient victimes de violences sexuelles. Et enfin, moi, je voulais dire que je n'ai pas été étonné que le film de Daniel Gonçalves ait beaucoup de peine à trouver un chemin, parce que c'est encore une preuve du validisme, c'est que les producteurs, les distributeurs, etc., sont valides. Donc ils veulent une représentation du handicap qui sont valido-compatibles. Et puis ça donne des films absolument désastreux comme en France, comme Tout le monde debout de l'inénarrable Franck Dubosc, qui s'est commencé à intéresser aux personnes en situation de handicap parce que sa mère a eu besoin d'un fauteuil roulant. Donc ça vous montre la profondeur de la réflexion de ce personnage, où il y a encore presque qui est aussi, c'est presque du cinéma, mais c'est surtout un film qui aurait été co-scénarisé par une personne handicapée, qui se plie complètement à la représentation qu'on attend, à savoir qu'il vit encore, c'est aussi quelqu'un qui a une paralysie cérébrale, qui vit encore chez sa mère, qui, à sa première expérience,
avec la prostituée que son grand copain refuse, alors que, comme c'est un personnage assez public, on sait tout à fait que sa vie sexuelle et sa vie tout court n'est pas du tout ça. Et ça, je veux dire, si en plus vous avez des personnes concernées qui font le jeu des valides, ben on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, et puis je trouve remarquable qu'on donne cet espace ici pour parler sérieusement du validisme qui, de manière plus générale que la sexualité des personnes handicapées, parce que en fait ça intéresse que les valides. Et puis si je pense un peu sur la vie sexuelle des valides, j'ai des exemples autour de moi, je me rends compte qu'il y a des gens valides qui savent plus ce que c'est une vie sexuelle depuis des années, alors que personnellement je suis handicapé, j'ai une vie sexuelle pleine et épanouie grâce à ma compagne qui est également handicapée. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste rebondir peut-être, Elena Pont, sur cette question. On en a parlé en préparant la table ronde d'aujourd'hui. Je cite Charlotte Puiseux, qui est une militante antivalidiste en situation de handicap. Psychologue aussi, il était présente l'année passée, ici, au FIFDH. Elle nous disait je n'ai jamais été aussi handicapée que dans un collectif féministe. Et aujourd'hui, on arrive, quelque part, à créer des intersections pour une femme, ou un homme d'ailleurs, qui est victime d'agression sexuelle, puisse l'expliquer sans être stigmatisé par son handicap. Oui, c'est difficile, en effet. Les femmes handicapées se situent, disons, de par leur expérience de vie, au croisement de deux types de discrimination, le sexisme, je dirais même l'hétérosexisme et le handicap. Et il semblerait que dans la plupart des situations sociales, ce soit le handicap qui prenne le dessus par rapport au sexisme dont les femmes handicapées sont victimes. Donc, oui, difficile de faire valoir sa parole, puisque depuis des siècles, le handicap est associé à la bêtise, à la passivité, au manque de capacité de décision, à un statut d'opprimé, de discriminé, etc. Alors qu'en réalité, les femmes handies vivent des situations d'hétérosexisme massives. Ça s'étale sur un continuum de représentation très extrémisées, en fait, qui vont de l'enfant, la femme enfant ou l'enfant tout simplement, à la femme hypersexualisée, à la sexualité débridée, voire déviante. Difficile de faire valoir sa parole de femme abusée quand on est en proie, le mur réfléchissant de tant de représentations fausses et extrêmes, alors que l'abus le plus souvent, souvent, de femmes cisgenres, hétérosexuelles, mais il se trouve handies, eh bien cette situation-là, ce statut de victime-là, il est partagé, comme je le disais tout à l'heure, avec celui de femmes valides, cisgenres, hétéros, qui se font abuser, battre, tuer, très, très souvent, malheureusement. Or, c'est de ça dont il faudrait prendre conscience, ce destin social, comme disait Simone de Beauvoir, de femmes, ce destin social de femmes, dont l'abus fait intégralement partie. Donc, dans ce cas-là, écouter la voix de femmes plutôt que la voix de personnes handies. Une dernière question, une dernière réaction.
une dernière déclaration d'amour à ce moment? Moi, je trouve que c'est très intéressant ce qui a été dit sur les représentations. Parce qu'en effet, à partir du moment où ce sont des personnes valides qui décident de parler de handicap, tout le monde trouve ça génial. C'est beaucoup plus facile à produire et à exister. Voilà, il n'y a pas de problème pour que ces productions-là, quel que soit le support, existent. Et elles vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens de création de représentations qui sont biaisées en fait. Mais quand ce sont les personnes handicapées elles-mêmes qui veulent reprendre le contrôle de leur représentation, c'est le cas dans le documentaire de Daniel, comme c'est le cas pour mon livre, là, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué de trouver des espaces, de faire exister ces productions-là, parce que ça vient contredire le récit que les personnes valides font de nos existences, en fait. Donc, il faut absolument privilégier à chaque fois, le plus possible, les productions des personnes handicapées elles-mêmes. Il faut leur donner la possibilité, il faut leur donner les moyens, il faut leur donner la place qu'il faut pour qu'elles puissent produire tout ce qu'elles veulent sur leur expérience, leur existence et leur représentation. Merci. On arrive au terme de ce débat. À 25 secondes. Pardon. Je voulais juste réagir sur deux choses, moi, donner un témoignage aussi. Déjà, la chose, pourquoi on parle de sexualité déviante? Il y a tellement d'ouverture dans la sexualité, moi je ne mettrais pas ça, pas déviante. C'est juste un choix de la part des personnes de dire je suis comme ça, faut pas dire déviante, parce qu'à ce moment-là, on impose déjà quelque chose quand on dit déviante. Et moi je parlerais plutôt de ça de manière, si on veut vraiment l'ouvrir, on dit c'est une sexualité point barre. On n'a pas à dire t'es comme ça. Ça, c'est le choix de la personne de dire. Mais il ne faut pas que nous, on impose quelque chose. C'est comme les personnes handicapées, s'ils veulent faire appel à des services assistants sexuels ou escortes ou ce que c'est, eh ben, ils ont le choix de le faire, oui ou non. Ça, c'est comment on dit, il doit être un droit de vie. Donc, moi, je dis, on est en train simplement de vivre une vie sexuelle pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Et puis, ceux qui n'ont malheureusement pas la chance de l'avoir, on devrait donner la possibilité de l'avoir en faisant déjà peut-être appel aux assistants sexuels et aux escortes, mais surtout, on doit mettre ça comme... c'est comme si vous y allez dans une... on va prendre un exemple, comme une psychothérapie améliorée pour moi, je vais dire. Parce que moi, j'ai recours à ça depuis quelque temps et je trouve vraiment que ça va compléter une sorte de psychothérapie. Il y a l'aspect psychothérapie quand on va avoir une psychologue qui va discuter juste de ses problèmes au niveau sentimental ou bien dans le niveau cérébral ou la famille. Ça, c'est la psychothérapie traditionnelle. Mais la psychothérapie que moi je veux rajouter, c'est la psychothérapie du corps. Ça veut dire elle va se mettre, on va rajouter la sensation physique en parlant de beaucoup d'autres choses qui peuvent nous unir aussi avec la personne avec qui vous êtes, parce que vous lui dites, moi j'ai vécu ça, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu as comme idée pour m'aider à faire ça, et si tu veux, on va le concrétiser ensemble et on va s'entraider pour pouvoir être mieux. Et c'est un truc qui marche, ça. Simplement, il faut être ouvert à beaucoup de choses. Et je dis encore une fois, la sexualité, c'est quelque chose d'universel. Il ne faut pas mettre de déviation, tout le monde a droit à du plaisir, que ce soit handicapé ou pas. Et je dis encore une fois, merci aux escortes et aux prostituées, parce que ils sont des marchands de bonheur au final. Parce que suivant les personnes qui ne peuvent pas se faire
des relations comme des personnes entre guillemets valides, eh ben nous, ça nous aide beaucoup dans notre vie parce que ça nous met du bonheur que sans ça, on n'aurait pas accès. Alors merci à toutes ces personnes-là. Voilà tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. On arrive donc au terme de ce débat pour une sexualité inclusive et antivalidiste. Pas sûr qu'on ait trouvé une réponse absolue, mais justement, le débat continue et il faut qu'on continue donc à se poser ces questions. Elisa Rojas, je rappelle que vous êtes avocate militante antivalidiste et vous avez publié Mr. T et moi aux éditions Marabout. Daniel Onchavez, je reviens vers vous tout de suite. Ella Lendini, vous êtes réalisatrice de Is There Anybody Out There? Telle victoire, 9 nominations. Vous êtes membre du jury au FIFDH toute cette semaine. Et pendant quelques jours, bienvenue en Suisse et bon séjour. Et Elena Pont, je rappelle que vous êtes maîtresse assistante à l'Université de Genève en section des sciences de l'éducation et vous vous intéressez notamment au parcours éducatif et professionnel des personnes handicapées. Le mot de la fin vous revient évidemment, Daniel Onchavez. Il y a une question que je dois vous poser, on est entre nous, et je pense que la Suisse veut savoir, le FIFDH veut savoir, est-ce que votre ami a réussi à ouvrir son préservatif? Conseguiu. Mas demorou mais uns 10 minutos, mas conseguiu. Tant mieux. Merci à tous, merci à toutes et belle suite de journée.